Donc bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et je reçois Xavier pour parler de son nouveau jeu, Les Miaulements d'Ultar. On a déjà interviewé une première fois Xavier pour The Caravan, un jeu que je vous recommande chaudement. Merci beaucoup. En tout cas, bonjour à toi et merci de me recevoir Eh ben, écoute, quelques minutes avec toi pour discuter, échanger autour du jeu de rôle. c'est un grand plaisir. Donc aujourd'hui par contre on vient pour parler d'un autre jeu. Donc oui, si vous avez les yeux ouverts, normalement vous devez avoir un léger indice étant donné qu'il y a un chat dans le fond et qu'il y a écrit en gros les miaulements d'Ultar. Donc effectivement on va parler de ce jeu qui arrive, qui est les miaulements d'Ultar. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de pourquoi commencer et pourquoi il faut que vous alliez pledger d'ici la fin de cette vidéo. Et, euh, et voilà, tout simplement. Alors, Parfait. d'habitude, j'aime bien poser tout un tas de questions à mes invités, étant donné que c'est la deuxième fois que je te reçois. Ben, pour tous ceux qui veulent apprendre à te connaître un petit peu plus, je les invite à regarder la première vidéo justement sur l'interview de The Caravan. Donc on va passer directement aux questions sur le jeu. Aux choses sérieuses, on va dire. Voilà. Alors, on va commencer tout simplement. À défaut de te présenter, ben, je vais te demander de présenter en quelques mots les miaulements d'Ultar si tu avais un bout de table comme ça, quelques secondes pour en parler. Ah, Comment tu t'en sortirais? si je dois pitcher en quelques secondes, je vais dire, je vais parler de deux choses dans les miaulements de l'Ultar. Déjà, effectivement, je vous jouez un chat qui vient de la contrée du rêve. Je suis reparti d'une nouvelle de Lovecraft. Donc, c'était quelque chose de finalement, même si vu de loin, ça paraît pas trop cohérent que Cthulhu et Lovecraft, et ben finalement, c'est un peu plus cohérent qu'on imagine parce que ça fait partie de l'univers de Lovecraft. Voilà. Il y a une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Les Chats d'Ultar, et en plus, il décrit parfois ces chats qui viennent aider ses héros. Voilà. Donc, l'idée, c'est de jouer ça. Donc, c'est vraiment la première idée, c'est de jouer dans l'univers. Je vais même compléter l'univers de l'appel de Cthulhu, des félins qui vont aider ces pauvres investigateurs. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée du livre, qui a un peu guidé mon écriture, ça a été de recycler mes vieux suppléments et mes vieux scénars. Voilà. Je voulais vraiment pas faire un nouveau jeu avec une, recréer un univers autour de Lovecraft. Moi, j'ai des tonnes de suppléments sur Lovecraft et tout de suite, je me suis dit non, non, c'est hors de question de faire ça. Je vais plutôt expliquer comment reprendre ces vieilles campagnes, ces vieux scénars ou ces suppléments pour les adapter avec les miaulements d'Ultar. Voilà. Donc, c'est un jeu qui part sur ces deux axes. Voilà. Ça a été le jeu de l'écriture. Bah, très bien, c'est une bonne introduction. Ça fait combien de temps que tu es en train de travailler sur les miaulements d'Ultar et est-ce que ça a beaucoup changé depuis ta première idée de allez, je vais faire ça? Après Caravane, en fait, ça fait assez longtemps. Quand Caravane s'est terminé, je voulais quelque chose de plus fun, plus léger, en fait. Et quand j'allais en convention, c'était un peu compliqué de faire des jeux à des débutants pour Caravane, si c'était pas adapté. Et c'était un petit manque, en fait. Et donc, ça m'a tourné, en fait. Ça a commencé à tourner dans ma tête de faire quelque chose d'assez accessible aux débutants. Et clairement, les animaux, ça marche bien. Et donc ça a été la première idée. Et par hasard, je suis retombé sur la nouvelle de Lovecraft, Les Chats d'Ultar. Et dès que je suis tombé dessus, voilà, j'avais ma ligne directrice. Vraiment, c'était simple. Et j'ai commencé à écrire vraiment les premières lignes il y a un an et demi à peu près. Euh, je crois que c'était l'année dernière, au mois de... Ouais, non, pas l'année dernière, l'année d'avant, au mois de mars, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à poser les premières idées. Et ça a vraiment évolué entre mes premières idées et aujourd'hui. Voilà. La rencontre des gens et les playtests ont fait que c'est devenu plus pulp, plus fun que mes premières idées, en fait. Premières idées, c'était beaucoup plus sérieux, plus obscur. Et clairement, le sujet attire les débutants. Les débutants sont attirés par les chats, attirés par le côté sérieux des enquêtes. Et peu à peu, mon écriture est devenue un peu plus sérieuse, un peu plus fun, un peu plus pulp. Et j'ai vraiment, au fur et à mesure du temps, tout tourné autour de ces chats. Voilà, voilà comment je peux dire que ça a évolué. Tu disais justement que tu avais voulu faire quelque chose pour les débutants.
Un- il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'interview des auteurs des Chants de Tyndalos. Et Oui. quand je leur ai posé la question quel jeu tu conseillerais pour un débutant, Monsieur Bleu, que nous saluons bassement, a conseillé les miaulements d'Ultar, disant Ah qu'il bah c'est avait gentil. vu ta fille le maîtriser et que vraiment c'était simple, efficace, très bien. Donc est-ce que c'était vraiment une volonté de s'orienter vers les débutants ou c'est finalement la force des choses qui a fait que bah, ça marche bien? En fait, je pense que c'est la force des choses. Parce que, et en même temps, c'est un peu ambigu ce que je veux faire. C'est à la fois pour les vieux briscards, ils réutilisent leurs suppléments, et à la fois pour les débutants, un accès facile au jeu de rôle. Mais honnêtement, plus je jouais en convention le jeu, plus je l'ai axé débutant. Vraiment, j'ai eu un plaisir de faire jouer les miaulements d'Ultar à des personnes qui avaient jamais joué de jeu de rôle. Voilà. Avec quelque chose d'assez simple, puis en même temps un espèce de sérieux de l'appel de Cthulhu, toi, des enquêtes, parce qu'on fait quand même de l'enquête. Hein. Ça reste de l'enquête, parce que l'idée qui se cache derrière ça, c'est réutiliser mes scénars de Cthulhu que j'ai et de les adapter très rapidement. Donc le cadre est sérieux, mais la manière dont on y joue est assez est décomplexée, on va dire. Voilà. Alors c'est vrai que au niveau à la lecture des règles, on sent que le jeu est quand même pensé pour être joué de façon un peu plus pulp, pour utiliser les Oui. termes cthulesques, avec beaucoup d'utilisation de pouvoir, etc. Parce que bah, il y en a besoin. Oui. Est-ce que du coup c'est quand même adapté si on veut s'approcher d'un style horreur Cthulhu? Alors, je vais répondre en deux phases, en fait. Moi, je pense que les gens vont le jouer comme ils le jouent à l'appel de Cthulhu. Tu vois. Si tu as l'habitude de jouer d'une certaine façon à l'appel de Cthulhu, je pense qu'obviously, tu feras un peu la même chose. Mhm. Ça révolutionne pas le genre de l'appel de Cthulhu. Ça garde les mêmes codes, ça garde le même univers. C'est fait pour utiliser les suppléments de l'appel de Cthulhu ou tous les univers de jeux de rôle autour de Lovecraft. Donc, je pense que quelqu'un qui a l'habitude de jouer d'une certaine façon, il jouera de la même manière. Par contre, dans mon bouquin, j'essaye d'expliquer les deux, tu vois. Je montre plusieurs méthodes de jeu. Le jeu pulp, où j'insiste, je conseille au MJ d'autoriser les combos de pouvoir, les choses comme ça, qui vont amener du fun. Par contre, quand on joue ce que moi j'appelle le Serious 4, plutôt horreur, bah là, on va changer quelques mécaniques, on va demander aux joueurs d'être très précis dans ce qu'ils font. Les échecs critiques sont pas à 5%, mais à 10%. Les pouvoirs d'illusion, il y a une vraie mécanique de pouvoir d'illusion, de reconstruction de l'univers de l'environnement du joueur. Donc tout ça, j'insiste vraiment au MJ d'être très attentif à ça, ce qui n'est pas le cas dans le pulp. Voilà. Alors J'ai c'est vrai j'ai fait, que j'ai fait des tests vraiment des deux parties, tu vois. Naturellement, 80% des parties, c'est du pulp. Voilà, il y a vraiment, voilà. Mais certaines parties où j'ai demandé aux joueurs, bah, on va essayer de jouer sérieux, horreur, indicible. euh, et ben, on peut le jouer parce que quelque part, les chats sont assez fragiles, donc ils vont faire beaucoup d'investigations, beaucoup j'ai oublié le terme. Ils vont faire d'infiltration, beaucoup de manipulation de la perception des humains. Changer la perception des humains pour pouvoir les interroger. Voilà. Le cadre est vraiment adapté aux deux, en vrai. ben, ouais, en plus ouais, tu proposes trois modes de jeu basiquement Oui. pour orienter le type de gameplay. Donc pour ceux qui veulent découvrir un peu le jeu, donc effectivement tu as l'approche très pulp pour s'amuser, l'approche plus enquête et j'avoue c'est qui m'a le plus titillé l'imagination, l'approche recyclage de vieux scénarios où finalement on va avoir les chats qui vont euh, épauler des investigateurs Oui. qui ne se rendent pas compte que on a des ben, qu'ils ont un coup de Une, main. f- une force supérieure qui est autour, qui est incarnée par les chats. Et c'est des parties assez particulières parce que finalement, les PNJ sont les investigateurs et les joueurs viennent à leur rencontre constamment pour débloquer leur situation ou pour leur montrer où est le vrai indice. C'est souvent assez sympa comme partie. Ouais. Ce que je conseille dans le bouquin, c'est de mixer un peu, de commencer par exemple la première partie avec des vrais investigateurs,
et puis de les refaire croiser des chats un peu à un moment de la partie. Puis la session d'après, de jouer ces chats qui viennent aider ces investigateurs pour la suite de l'aventure, et puis de passer un peu de temps en temps de l'un à l'autre. C'est très fun parce que c'est la même aventure avec des doubles personnages, mais qui ont une vision complètement différente de la manière de faire l'aventure, en fait. Et ça marche très très bien, ça. Ça a en tout cas, à la lecture, je vois pas un monde où ça ne fonctionne pas correctement. Non, ça a l'air. Et j'étais très étonné que c'était très facile de recycler les scénarios, tu vois. Parce que ça, c'était l'idée de base aussi. Et en changeant vraiment, j'ai lu à peu près 80, entre 80 et 100 scénarios de l'appel de Cthulhu dans toutes les gammes possibles. Et j'ai commencé à essayer de recenser les topologies de début d'aventure, de PNJ, tout ça. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est un peu toujours la même chose. Oui, on a reçu Et une vieille lettre, quelqu'un a exactement. disparu. Voilà, il y a une vieille lettre d'un oncle disparu, d'un cousin qu'on connaît pas, d'une personne qui a besoin d'aide pour retrouver sa femme ou son mari. Ouais, c'est toujours un peu pareil. Et puis en changeant deux, trois trucs, c'est ce que j'explique dans le bouquin, et les chats d'Ultar sont au courant et puis ils partent faire l'aventure au même titre qu'un investigateur. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on retrouve, hein, une mécanique qui était dans Caravan, ça va être cette cérémonie d'introduction, Ouais, j'aime ce bien. début très 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 posé. scripté, très scripté. Ça c'est quelque chose que j'aime bien dans mes parties, en fait, de faire un vrai faux rituel avec une petite musique de début, un petit texte qui ressemble un peu toujours un peu à la même chose. Et parfois, on peut jouer sur ça pour dire, bah, ça commence pas pareil. Et en même temps, c'est un peu le rituel pour dire aux joueurs, OK, vous êtes d'accord, ça y est, ça commence vraiment. Arrêtez, concentrez-vous, voilà, tu vois. Et ça marche bien hein, souvent. Quand tu leur dis vous êtes prêts, on peut lancer la partie, je peux lancer le générique, tu lances ta petite musique, tu fais ton petit texte qui dure à peine 30 secondes, une minute, mais ça fait un rituel Ouais, j'aime bien. Ça fait un peu série télé, un peu. Non mais ça marche très bien et j'avoue j'ai souri quand je suis tombé et sur ce passage-là. Ça m'a Moi, beaucoup je te plu. rassure, je fais ça dans tous les jeux que je maîtrise, hein, pas que dans ceux que j'écris. Je le fais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai découvert ça hein, il y a quelques années. Il y a peut-être 5 6 ans, AMJ avait fait ça et j'avais trouvé ça mais incroyable. Au lieu de continuer à discuter autour de la table de la veille, du dernier jeu que tu as acheté, en fait, ça plonge tout de suite dans le jeu. Voilà, c'est vraiment générique de début. Un changement qu'il y a, je trouve, sur les miaulements d'Ultar comparé à un jeu tout classique, c'est que il y a un système d'XP qui est présent et cette fois-ci on peut l'utiliser parce que bon, celui qui a joué à l'appel de Cthulhu et qui a réussi à faire plus de 2 parties avec son personnage, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi en tout cas je suis jamais allé aussi loin, hein, clairement. Ouais, c'est assez rare, oui. Mais donc là on a quand même cette notion, cette mécanique de forcément on est des gardiens, on peut revenir et surtout un chat ça peut mourir plus d'une fois. Oui, ouais. C'est le côté, en fait, rapidement, les premiers joueurs, vraiment, peut-être la deuxième partie, m'ont dit non, mais c'est pas possible, on est trop faible, on a bien des vies de chat. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça, des vies de chat. C'est pas un jeu punitif, toi. À la différence de l'appel de Cthulhu en tant qu'investigateur, tu te fais punir rapidement par l'horreur ou le niveau de difficulté. Les miaulements d'Ultar, ça a aussi vocation. C'est pas un jeu punitif, voilà. Et le fait qu'on vient de la contrée du rêve, tu vois, t'as un autre aspect du jeu en vrai, parce que t'es pas dans le monde réel, donc tu peux passer de l'un à l'autre. T'as un truc de plus, voilà. Et la vie de chat, ça fait partie de ça. Donc quand on meurt, effectivement, tu viens de spoiler le- la grosse surprise. Non, c'est pas une grosse surprise, c'est écrit sur la feuille. Ouais, on a plusieurs vies de chat. On peut même prendre un pouvoir dans la version épaisse du livre. Il y a les 9 vies de chat. Un joueur peut décider de ne pas prendre plusieurs pouvoirs, mais prendre 9 vies de chat dans l'un de ses pouvoirs. Il peut servir.
Parce Ouais. que bah, Et c'est même vrai ce que tu que ouais. dis, parce que des fois les investigateurs ils meurent à cause de la folie, les chats ils viennent de la contrée du rêve, donc ils sont aptes à. Ils ont l'habitude du mythe, quelque part. Ça veut pas dire qu'ils ils le trouvent pas dangereux, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas surpris de la même chose. Donc il y a tout eu un travail de réfléchir ce que pouvait être la folie pour garder les codes de l'appel de Cthulhu, de ce qu'était la folie chez les chats, les folies chez les chats. Voilà. Il y a un Et je système. pense que c'est le système qui m'a le plus plu dans ce livre. La gestion de la folie sur les chats est incroyable. C'est beaucoup trop drôle, entre guillemets. Et il y a un petit aspect ludique. Et franchement, je pense sincèrement que je suis en train de jouer. J'ai envie que mon chat devienne un peu fou pour pouvoir en Juste profiter pour voir ce qui se pleinement. passe. Exactement. Donc, Ouais, je... ce système, c'est Olivier de Story Horror Show ou Show. J'arrive jamais à dire le titre. Tu vois ce que c'est ou pas? Le, Euh, oui, et c'est... ça me reviendra, je le mettrai quelque part, je l'écrirai. ouais. Et on en avait discuté à Octogone il y a un an de ça, et il m'avait dit, ah moi dans mon jeu, je fais pas l'horreur de la même manière, je délègue finalement l'horreur au joueur en lui imposant une scène un peu folle à un moment de la partie, et on avait arrêté de discuter parce que j'avais trouvé ça tellement bien l'idée que je voulais me la réapproprier, toi, avec ce que j'avais pu imaginer. Et le côté que tu donnes, voilà, une contrainte de jeu au joueur qui pourra jouer avant la fin de la partie quand il veut, je trouve ça sympa. Voilà. Clairement. Non, c'est... on va pas tout spoiler parce que voilà, comme ça, hein, vous avez un petit peu envie d'aller voir ce que c'est en détail, mais vraiment, bon, pour moi, c'est la petite touche en plus qui vraiment m'a beaucoup plu. Il y a aussi toute la mécanique qu'il y a autour des rêves et de la création des rêves vis-à-vis des chats qui peuvent un petit peu modeler les choses. Ouais. Ouais. Il fallait absolument qu'il y ait des pouvoirs qui modent la réalité et les rêves. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé de faire un système un peu, un jeu dans le jeu un peu, euh, pour jouer sur cette réalité qui nous entoure. Ouais. Ouais, Ouais. avec Tu vois, ça a été plus facile que dans Caravane. Parce que Caravane, c'est à la fois un univers, des intentions de jeu, tu vois, des règles, du game design. Alors que dans les Miaulements d'Ultar, j'avais pas à réfléchir trop sur l'univers, en fait. L'univers, je ne voulais pas recréer un univers. Et donc, je me suis appuyé sur les univers qui ont été faits autour de Lovecraft. Et donc dans ma tête, ça a complètement dégagé et j'ai pu consacrer mon temps de cerveau en fait sur tous ces éléments de game design qui font qu'on joue un chat, tu vois, la folie, les rêves, les pouvoirs, tous ces petits trucs-là, comment on recycle ces scénarios. Tout le temps que j'ai passé, je l'ai passé à ça en fait. parce que c'est vrai qu'il y a un résumé quand même. Si vous connaissez pas du tout l'univers de Lovecraft, c'est pas non plus très dérangeant. Bon, déjà, vous pouvez trouver une quantité phénoménale de scénarios en ligne, donc ça va. Mais il y a quand même un résumé des choses, Ouais, des endroits importants, des choses importantes, ouais. et notamment tout ce qui concerne la contrée du rêve, qui est bien, bien moins utilisé forcément, Ah oui, oui, oui. et Il y a aussi très peu moins de lu. suppléments, oui. Moins lu, moins utilisé, tout ça, mais pourtant il y a beaucoup de choses à faire en fait. Et l'idée en même temps, c'était aussi que le jeu soit autonome sur lui-même, tu vois. Bon, je peux pas demander aux gens pour jouer à mon jeu d'acheter un supplément ailleurs, tu vois. Donc pour les débutants, il y a une couche quand même qui explique un peu les notions, les lieux importants et tout ça. Voilà. C'est vrai que ça donne un peu le ton des contrées du rêve qui ont forcément leur propre saveur, même s'il y a des codes qu'on va reconnaître, hein, forcément, parce que c'est pas totalement féerique, différent. Donc, le monde des rêves a ses propres règles et ça permet de mieux les visualiser. Oui. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu as dû te relire une partie du début des œuvres de Lovecraft quand il écrivait beaucoup sur les contrées du rêve avant de Alors partir sur les j'ai contrées du rêve? relu Démons et Merveilles, qui est pour moi le meilleur bouquin de Lovecraft. Et je me suis repaluché le bouquin officiel en jeu de rôle à l'époque des cartes. De la contrée des rêves et deux, trois suppléments. Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul supplément. Ouais, j'ai repotassé ça plutôt. Et
Du coup, bon, tu l'as dit toi-même, hein, c'est revenu c'était assez évident de faire les chats par rapport à la nouvelle que tu as eue. Mais est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit, est-ce que je vais faire un autre jeu avec des chats, genre des chats cyberpunk, parce qu'on n'a pas encore eu Non, on n'a pas encore eu. ce Euh, remix, vu que maintenant on a eu des chats un petit peu pour les grosses licences, j'ai envie de dire. ouais, On a eu les chats Donjons et Dragons, on a eu les chats vampires, et ouais. maintenant, ben, le Les chats dernier qui nous Cthulhu. manquait un petit peu, les chats, l'appel de Cthulhu. Et ouais, Cybercat, Cybercat. En fait, je pourrais te répondre que toute cette réflexion, ça a été avant de retrouver la nouvelle de Lovecraft. Tu vois, j'ai essayé de brasser. Je voulais un truc avec des animaux pour avoir vraiment un truc fun, pulp. Et il n'y a rien qui me plaisait. Je voyais pas un univers. Je, je, J'arrivais pas à trouver l'intention du jeu, en fait. J'arrivais pas à trouver. Vraiment, je cherchais tout ce que je pouvais proposer. Et j'ai dû bosser en arrière-fond pendant 6 mois, toi. Pendant 6 mois en arrière-fond, en même temps que je continuais, que je finissais Caravane, tout ça. Ça a commencé à maturer dans ma tête, tout ça. Et j'étais satisfait de rien. Et tout a changé vraiment quand mais vraiment le hasard des recherches, je suis retombé sur les chats d'Ultar, alors que je connaissais Ultar, je connaissais les chats d'Ultar, je connaissais la contrée du rêve, mais j'avais oublié en fait. Et quand je suis retombé sur la nouvelle, ça a été une évidence en fait. Voilà, c'était ça. Et du coup, pour revenir sur ce qui avait été dit avant, donc ta fille maîtrise sur les miaulements d'Ultar. Alors ma fille, elle maîtrise parfois sur les mêlements d'Ultar, mais elle a un petit faible pour Cats la mascarade, son jeu de cœur de début. Voilà, donc Est-ce elle fait des fois l'effort pour moi de masteriser, mais non, non, mais honnêtement, elle masterise Cats. Voilà, elle adore Cats, elle adore. Même si moi je lui dis c'est presque pareil, en essayant de la manipuler un peu, mais ça marche pas. Mais je soupçonne qu'elle fasse exprès un peu pour la contradiction. Voilà. Mais bon, elle est libre de choisir. Voilà. Ouais, ouais. Mais est-ce que du coup, t'avais aussi une volonté que ce soit ben, suffisamment accessible pour être joué par des enfants? Oui, oui, oui. Ça a été. En fait, surtout le kit découverte. Le kit découverte, il a vraiment été écrit pour les débutants purs. Et pour qu'un enfant, bah, aidé de ses parents, mais à 12 ans, il puisse masteriser. Voilà. Oui, oui. Le bouquin épais, c'est un jeu aussi qui est fait pour débutants, mais il est déjà plus épais. Donc il y a une barrière de la taille. Voilà. Il devra avoir 160 pages dans le livre des règles avec un scénar à l'intérieur. Voilà. Mais il y a quand même cette volonté, toi, cette volonté d'ouvrir aux débutants, aux novices. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est pas un peu sadique de mettre des enfants de 10-12 ans dans l'univers de Cthulhu? Non, parce que en vrai, je fais souvent des tables rondes sur les enfants et le jeu de rôle. En vrai, il n'y a pas de mauvais univers. Bon, alors, on enlève les univers déviants, tordus dans ce que je dis. Mais en vrai, ma fille, pour reprendre l'exemple de ma fille, elle a commencé le jeu de rôle à 3 ans. Mais un jeu de rôle, tu vois, un type de jeu de rôle, c'était pendant la lecture des livres le soir, je lui demandais quelle elle ferait à la place du héros. Voilà. Donc c'était un type de jeu de rôle. Et elle a commencé à masteriser pour de vrai à 9 ans, aux Utopiales. Voilà. À 9 ans aux Utopiales avec des adultes. Et ces univers, c'était Donjons et Dragons, Cats la Mascarade et Imputrescible, qui est un jeu sur les mafieux et les zombies. Mais qui est pas fait pour elle, en fait, tous ces jeux-là, normalement. Mais en fait, un enfant va le faire avec son imagination, sa représentation des zombies, sa représentation de Cthulhu, des profonds, tu vois. Et donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais univers. Par contre, quand on masterise un enfant, on doit faire les descriptions assez pâles. Il faut lui laisser l'imaginer. C'est pas à l'adulte de lui dire ce qui se passe. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais univers. Un débutant jeune va le jouer pulp, très pulp. Et pour lui, l'horreur Lovecraftienne, ça lui parlera pas. Un profond, pour lui, ça sera un monstre poisson, voilà.
Toulouse, ça sera un monstre à tentacules. Voilà, c'est tout. Voilà, ça se passe. Le vieux briscard, ça aura un sens. Oui. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de mauvais univers. Ma fille, à 9 ans, elle a fait son premier jeu de rôle à 8 ans en tant que joueur, vraiment un vrai jeu de rôle au sens classique, autour d'une table, avec des dés, tout ça. C'était le scénario des Schtroumpfs et à la sortie du scénario, elle m'a dit non, non, mais moi je veux pas jouer ça, hein. Moi je veux être MJ déjà et je veux des monstres, je veux des vampires, je veux des zombies, tu vois. C'était sa représentation des monstres et des vampires. Et c'est comme ça qu'elle les faisait jouer, hein. C'était un peu décalé des fois, ce qu'elle faisait. Ces zombies étaient très décalés. Donc voilà, non, je pense pas que. Tu vois, regarde ton t-shirt. Ton t-shirt, c'est un gentil Cthulhu. Ouais. Voilà. Euh, Il y a une palette graphique qui est assez différente de celle que tu avais sur The Caravan. C'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus Ouais. détaillé. Bon, oui, et encore une fois, ainsi qui est un peu plus jeune, j'ai Oui. envie de dire. Du coup, est-ce que c'est une volonté? Est-ce que. Oui. Qu'est-ce Oui, oui, qui. alors, il y a deux raisons à ça. La première, comme tu dis, c'est une volonté de faire quelque chose qui attire, en fait, aussi, tu vois. Caravane, c'est sombre, c'est un titre en anglais, on peut croire que c'est un jeu anglais, c'est une sorcière et chuchoteur. La couverture de Caravane, il y a plusieurs messages dedans, tu vois. Il y a un chuchoteur à l'envers, tu vois, il y a il y a de l'intention dans les petits messages que je passe. Voilà. Les miaulements d'Ultar, non, 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 je voulais quelque chose de pétillant, pulp, fun. Voilà. Et pour être infographiste, c'est super dur de trouver des illustrations de chats anthropomorphes. C'est impossible en fait. Et donc, et puis à un moment sur Adobe, sur leur stock, je suis tombé alors c'était pas exactement cette image, c'était plutôt le chat central, et je suis tombé amoureux de ce chat. Je dis bah lui c'est lui. C'est clair, ça va être ma jaquette, ça va être tout. Et donc, j'ai commencé à le travailler, lui rajouter la cape, lui mettre des bras, lui mettre des queues. Il était à quatre pattes, j'ai passé à deux pattes, anthropomorphe. Et j'ai aimé cette couleur. Voilà, j'ai aimé cette couleur pulp, fun. Ouais, ouais, ouais. C'est une volonté aussi, comme tu dis, hein, c'est une volonté de dire non, non, là, c'est un jeu où on fait du sérieux parce que l'aventure est sérieuse, l'enquête est sérieuse. Mais on peut le jouer pulp. Ouais, on peut le jouer pulp et les combos de pouvoir, faites-vous plaisir. Et du coup, c'est toi qui t'es occupé de la maquette, des illustrations, etc. Ouais, comme Caravane, je fais tout. Ouais, la grosse différence, c'est que sur Caravane, j'utilisais des photos et je retravaillais ces photos. Là, j'ai dû aller dans Adobe Stock. Ouais, ouais, ouais. Adobe Stock, tout type d'image, hein. Images classiques, images IA, images tout. Ouais, ouais, ouais. Mais je retravaille toutes mes images. Toutes mes images. Là, la photo que tu montres sur les miaulements d'Ultar, c'est ici de l'écran. L'écran, c'est 60 images à peu près pour fabriquer l'écran. Voilà. Je mets tout le temps les mêmes exemples, mais par exemple, le portail où le chat sort, c'est un cadre Le Roi Merlin. Voilà. Que j'ai découpé, défiltré, tout ça. Et les petites montagnes qu'on voit à l'intérieur du cadre, c'est des buildings de New York. Voilà, ça a été ça mon travail, de prendre toutes ces 60 d'images et de commencer à les modifier une par une pour amener la même teinte de couleur, baisser le nombre de couleurs, voilà. Mais j'aime bien, un peu, pas tout le temps, hein. Il y a des soirs, non, j'aime pas. Ouais, ouais. Comment t'en es venu à choisir le nom de ton donneur de quête lors de ta cérémonie d'introduction? Ah, les noms. Moi, les noms, c'est toujours à l'improviste, en fait. Ah, Donc, Esther ou Griffe Épine, c'est venu comme ça. Au moment où il devait arriver, il est arrivé, en fait. Esther, je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée. donc C'est c'est pas un easter egg à ton propre chat ou quelque chose comme ça. Non, même pas. Mon chat s'appelle Mimolette, donc ça faisait moins sérieux, le vieux Mimolette. Mimolette est présent dans les exemples, cela dit. Oui, oui, exact. Ouais, ouais, j'ai mis dans l'exemple un peu en hommage à notre chat. Ah, il fallait que je mette pour moi le nom de mon chat. Mais ouais, les noms, c'est toujours un peu ça, même dans Caravane, hein.
Caravane, quand je reprends un peu la naissance des noms importants dans le jeu, ça a toujours été un truc un peu à l'arrache du moment. Et après, ils prennent une vraie personnalité après. Mais voilà, Esther et Vif Épine, c'est arrivé comme ça, là. Je voulais parler un petit peu du coup du pledge parce que le jeu est actuellement en financement Oui, participatif. sur Donc Game On. sur Sur Game Game On, On Tabletop. exactement. Il reste environ un mois pour participer. Donc le montant est déjà atteint, donc vous Oui, recevrez votre jeu de ce côté-ci, vous pouvez être rassuré. Donc au niveau du format, est-ce que on part sur un gros livre avec scénario plus règles ou on a de nouveau, comme sur The Caravan, le ouais. système et Il y aura deux, l'histoire ouais, après. ouais. Il y aura deux livres. Comme sur The Caravan, il y aura deux livres. Un livre, pareil, même format. Même format sur le contenu, les règles, un scénario dans le livre de règles. Et dans le livre des scénarios, il y aura une dizaine de scénarios. La moitié pour une campagne, l'autre moitié en one-shot. Et avec trois ou quatre scénarios uniquement dans la contrée du rêve. Et voilà, même format, même format. La seule différence avec Caravan, c'est que je m'essaye en partie au A4. Et je mets quand même un palier, une contrepartie moins chère avec le contenu exactement le même en A5 pour arriver à tirer des prix vers le bas. Voilà. Bon, je pense en vrai c'est des fausses bonnes idées, mais voilà, ça a été fait. Maintenant c'est parti. Donc dans les choses qu'on peut débloquer sur ce pledge, on a des nouvelles races de chats. Donc effectivement, on a plein de races. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de pousser un petit peu cette création de personnages? Parce que c'est vrai que sur de l'appel de Cthulhu, généralement, soit on a des pré-tirés qui sont déjà liés à l'histoire, soit on a des enquêteurs. Là, on a vraiment un système, j'ai pas envie de dire donjon et dragonesque, mais il y Bah, a. un peu, hein. Un peu, c'est un peu les classes, hein. Les races, c'est Voilà, les classes, hein. exactement, il y a tout un tas de chats différents avec chacun leur petit talent particulier, leur petit pouvoir particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, ça reste un jeu classique, toi. Et, dans la création, je devais garder des codes de l'appel de Cthulhu, les jeux Chroniques oubliées Cthulhu, euh, euh, les classes, ça fait partie des codes en fait. Et bah, rapidement, pour distinguer les chats, bah, les races, hein, euh, euh, j'ai dû étudier un peu les races. J'étais pas expert dans les races de chats et je suis pas sûr que j'ai choisi les bons représentants, mais voilà. Et puis un peu un petit plaisir Enfin, j'ai deux, trois races que j'affectionne. C'est le Sphinx qui est un peu un but de sa personne, qui descend directement de la déesse Bast. Et voilà, le chat de gouttière qui est pas très bon à grand chose, mais qui est pas nul non plus en tout, qui a une seule compétence, un de ses pouvoirs qui est les privilégiés, c'est une aubaine incroyable qui le fait survivre à tout. Ça a été un peu le plaisir de créer un peu des races comme ça, avec vraiment des pouvoirs différents. Le Maine Coon qui est le tank, la race tank, avec une tête de plus des autres chats. C'est du old school hein, quand même hein, dans sa construction comme jeu. Tu vois, Caravan, j'ai essayé d'amener quelque chose de différent parce que tu choisis pas finalement ton chuchoteur, tu le prends au hasard, en prenant le masque, tu peux le retrouver. Voilà. Là, on est dans une mécanique assez classique hein, dans le jeu. Je j'ai pas essayé d'en faire un nouveau type de jeu. Voilà. C'est une expérience féline, pulp, sur un univers sérieux. Voilà. C'est un bon résumé avec du coup effectivement Pulp avec beaucoup de pouvoirs finalement parce Ouais. qu'il y en a pour chaque race, il y a les pouvoirs qu'on peut choisir en plus. On peut vraiment faire son chat sur mesure. On peut faire son chat sur mesure. Et en fait, les pouvoirs, il y en a beaucoup, mais en fait, ils ont essayé. Il y a deux types de pouvoirs. Il y a des pouvoirs innés qui sont liés aux races, et il y a des pouvoirs que les joueurs choisissent au début. En fait, l'idée, ça a été de trouver une justesse dans ces pouvoirs pour remplacer le fait que ce n'est pas des investigateurs, donc l'accès à l'information est plus compliqué. C'est des chats dans le monde réel qui sont censés être discrets.
Donc ces pouvoirs ont peu à peu remplacé tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire en étant félins et en donnant une touche onirique. Voilà. Après, il y a toute une série, à peu près une centaine de pouvoirs temporaires qui sont un peu tirés au hasard en début de partie pour donner un petit coup de fun en plus. Voilà. Qui peuvent devenir persistants avec des XP, mais voilà. Toujours la même idée en fait, c'est comment adapter ces scénars classiques de Cthulhu avec des félins. Donc les pouvoirs font partie de l'astuce pour basculer sur des félins. Alors c'est peut-être moi qui suis passé à côté, mais j'étais étonné de voir que sur le pledge, il y avait pas de carte justement pour gérer la folie. Je pensais qu'il y aurait un deck fourni avec. Ouais. Alors ouais, ça c'était dans la liste des choses possibles, mais c'est un métier et tout. Et, tout est long, tu vois. Je me suis lancé dans le bestiaire. Bah, c'est très très long le bestiaire. C'est interminable. Euh, Effectivement, le deck. Mais il y aura peut-être caché dans et je le dis pas fort, hein, caché dans le palier surprise. Il y a peut-être quelque chose. Dans ce cas, on verra Mais, peut-être. mais on n'a rien dit, hein. Bon après Mais je suis d'accord. le... Tout ça, c'est des bonnes idées, hein, mais je Oui, oui, t'assure, non mais... un financement, c'est plein de bonnes idées et on fait que trier en fait ce qu'on peut pas faire. non, Mais voilà. ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais particulièrement apprécié sur ton pledge précédent, sur Caravan, d'avoir Ouais. mes cartes avec mes masques de chuchoteur. Ouais, ouais, parce que là, en game design, ça avait un sens. Mais là aussi, hein, les cartes de folie, ça a un sens de game design, hein, ouais, ouais. Mais il n'y avait pas de bestiaire dans Caravan, tu vois, qui a simplifié beaucoup, beaucoup. Et du coup, l'ultime pledge, Oui. tu proposes de partager un week-end en gîte. Ouais, 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 ça c'est sûrement la fausse bonne, la fausse bonne idée ou mauvaise idée, la mauvaise bonne idée, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait j'ai rencontré, alors j'oublie tout le temps son nom et je m'en excuse, mais il est sur la chaîne C28. Je l'ai pas. Bon, moi non plus, j'oublie tout le temps, j'ai honte. Oh, j'ai honte, je m'excuse je m'excuse pour lui, qui est un amour, que j'ai rencontré à Cannes et j'ai recroisé. Et on avait discuté et il propose des gîtes sur le thème du jeu où dedans tu peux retrouver des jeux de rôle, des jeux de plateau. Et j'avais trouvé ça super bien comme idée. Je me suis dit, et en discutant, en lançant un peu un défi, je dis, bah, si je fais un prochain financement, eh ben, on fera ça dans un gîte. Et donc, voilà, j'ai mis ça. Bon, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas réserver tout de suite leur week-end, hein, parce que c'est 40 000 hein, quand même. Mais le principe est, ouais, sur l'idée, j'aime bien. De dire, on va se retrouver un week-end, tous ceux qui veulent, et puis on va jouer du chat, on va jouer de tout ça, on va être ensemble surtout pendant 2 jours. Ouais, ouais, le principe, Il me semble que c'est Mathias Haddad du jeu Le cabinet des murmures qui oui. l'avait proposé en contrepartie. Il y en avait deux ou trois disponibles. Effectivement, il y avait une contrepartie qui était un peu plus chère que les autres, mais où il faisait une partie avec tes invités si tu la prenais. Ouais. Ah, mais ça peut être une bonne idée aussi, ouais, ouais, tu vois. Bon, je Une sais, contrepartie week-end. le financement est déjà passé, mais on espère qu'il y aura d'autres financements derrière. Donc, pour ça, et ceci est une parfaite introduction sur ma question suivante. Ben, étant donné que tu avais déjà les miaulements d'Ultar dans un coin de ta tête, ou en tout cas l'idée de faire ce type de jeu Oui. lorsque tu étais sur The Caravan, est-ce que tu as déjà une idée, un soupçon, un petit quelque chose pour qu'est-ce que tu as envie de faire ensuite, ou est-ce que tu aimerais bien te reposer un peu et passer autre chose de ton temps qu'écrire? Bon, alors, si ma femme est pas loin, je répondrai me reposer, bien sûr. Ne pas passer un nouveau projet juste derrière. Mais comme je crois qu'elle est pas là, non, non, j'ai toujours plein de projets. On va dire, j'ai 4 projets là qui sont en train
Alors, je m'interdis d'écrire beaucoup de choses dessus parce que voilà, mais bah, il y a une vraie campagne caravane avec un vrai méchant à la fin. Avec un vrai méchant, parce que là, la campagne de caravane, c'est une campagne auto-centrée sur le joueur. On cherche pas un méchant, mais voir comment le joueur va réagir peu à peu en fonction des villages qu'il traverse. Mais là, ça y est, je veux faire une vraie campagne. Dans ma tête, c'est très clair, le scénar, la campagne. Bah, la campagne est très claire, mais les scénars au milieu sont pas encore bien clairs, mais voilà. J'ai aussi un projet de faire caravane 500 ans après. 500 ans après l'état de l'île Trane. Voilà, ça c'est très clair aussi dans ma tête. Ça sera, voilà, j'ai un jeu sur la voyance où on utilisera tous les arts divinatoires pour faire des enquêtes. Chaque joueur, quand il choisit sa classe ou son type de personnage, en fait, il choisit un art divinatoire et je veux pas de lancer de dés. Je veux que ça soit le tarot, les runes, tout ça qui mécanise un peu tout ça. Les zinzins de l'espace, un truc comme ça, j'ai envie de faire. Voilà. Force de caravane, un force de drama, mais version caravane, avec les enfants dans le village. Ça, je suis en train de travailler avec un copain là-dessus. D'ailleurs, je lance un appel, Gore, boss. Non, je vais être content quand il Ah, va entendre ça. après un force de drama, ça peut ne pas être trop long, ça dépend à quel point vous Ouais, modifiez les ouais, ouais. mécaniques initiales. Ouais, non, mais là, il est quasi écrit. Le force de caravane, force de drama, on a vraiment trouvé tout. Maintenant, il faut qu'on bosse sur trouver un imprimeur pour les cartes. Avoir un packaging un peu sympa. Et c'est ça qu'on doit faire surtout maintenant. Voilà un peu les projets du moment. Voilà. Mais d'ici la fin du miaulement, il y aura sûrement autre chose, hein, en vrai. Les choses se mettent en place quand les miaulements se terminent, en vrai. Voilà. Mais voilà, Caravane, moi, je suis content cet été avec Globo. On a bien bossé. En tout cas, il m'a fait bosser dans ma tête en me challengeant certaines idées qu'il me donnait, des oui, mais pourquoi pas. C'est devenu très très clair dans ma tête. Le 500 ans caravane, 500 ans après et une campagne. Et Voilà. du coup, au cas où, pour se spoiler, se donner un avant-goût sur 500 ans après, il y a eu des avancées technologiques où ça reste tout, où c'est limite post-apocalyptique, où dont tu veux rien dire. Si, 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 je peux le dire. 500 ans après, il s'est passé quelque chose et le jeu commence lorsque euh, l'idée. Bah, je peux même te pitcher le début du jeu, tu vois. Vas-y, go. Pitcher le début du jeu, c'est 500 ans après et c'est des méga corporations qui sont installées partout. À la Blade Runner et les enfants sont en bas de ces immeubles sous la pluie, en train de survivre dans des squats ou dans les égouts. Et ils ont une chose importante qu'ils conservent. C'est un vieux livre qui a été écrit il y a 500 ans par les enfants de la caravane. Et ce vieux livre, il commence par une phrase, la mama est morte et il ne faut plus que ça recommence. Et alors, je finis le pitch, la caméra se recule, on monte dans les étages d'un building et va s'arrêter dans un bureau. Et sous une cloche de verre, il y a un masque. Et quand la lumière s'éteint le soir, il s'allume. Voilà, ça c'est le début. Effectivement, ça Donc, donne envie. voilà, donc c'était très très clair ça dans ma tête. Et puis voilà, et puis avec plutôt accès campagne, tu vois, vraiment accès campagne cette fois. Campagne qui amorce un nouvel univers. Et ça serait toujours pour jouer des enfants ou... Ouais, toujours ces enfants d'égout, ouais, ces enfants d'égout qui survivent et qui n'ont qu'une chose, c'est ce livre qui le protège à tout prix parce qu'ils savent qu'il est important. Écrit bien sûr par les enfants de la caravane de l'époque. avec des spoilers sur la campagne à venir. Donc, attends. Et peut-être. Faire la campagne avant, puis... Ouais. Et faire celle d'après avant pour avoir le résultat. Ouais. Ah, ça serait marrant ça de mettre dedans des indices. Ah, c'est une bonne idée ça, tiens, de mettre des espèces de flashbacks. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, ça dans ma tête, c'est très clair. J'ai envie de m'essayer sur ça. Voilà. Donc toujours plein de petits projets, mais aujourd'hui je ne prends que des notes. Ouais. Je m'interdis d'écrire, je veux finir les meulements. Tu vois. C'est le piège du créateur, c'est d'écrire autre chose. Donc non, non, je m'interdis, je note juste des mots quand je me souviens d'un truc, mais c'est tout. Je vais pas plus loin.
Eh bien écoute, c'est tout pour moi pour les questions que j'avais. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à nous rajouter, quelque chose que je n'aurais pas mentionné et qu'il mériterait pourtant? Non, non, on a vraiment zoomé, hein, voilà. Pour le vieux briscard, c'est très rafraîchissant et c'est beaucoup plus dur de jouer au miaulement d'Ultar par rapport à un investigateur qui va se charger en dynamite et en fusil à la fin de la mission. Eh ben, les chats, il y a beaucoup d'infiltration et vraiment de recherche d'indices. Voilà. Dans un univers qui vous parle, dans un univers classique, appel de Cthulhu, voilà, avec des vraies enquêtes, voilà. Comme on disait tout à l'heure, c'est très rafraîchissant d'alterner, tu vois, un investigateur, la même campagne ou la même aventure sur plusieurs sessions, de le faire une fois en investigateur, une fois en chat. Ça permet d'aller sur des zones que l'investigateur peut pas et le chat va pouvoir y aller et vice-versa. Voilà. Ça, c'est pour l'avoir testé deux fois sur trois sessions, c'est vraiment très, très agréable. Voilà ce que je peux dire. Et puis pour les débutants, c'est du pulp, du fun, et vous jouez des chats et ça se passe bien. Ben, dans ce cas, je vais simplement rappeler hein, que la campagne se termine le 30 novembre. Donc il vous reste encore du temps pour Pledge. Donc n'hésitez pas, il y a encore quelques paliers sympas à débloquer, notamment pour avoir des nouvelles races de personnages, des nouveaux pouvoirs et peut-être des choses dans le palier caché dont on ne sait Peut-être. absolument rien, peut-être. Rien. Mais et ouais, donc n'hésitez pas si vous avez envie de profiter de l'univers de l'appel de Cthulhu, mais sans forcément jouer ben, que horreur, ou en tout cas si vous avez envie de le revivre un petit peu et sans avoir à ressortir ben, vos vieux livres de chez Son Détour. On s'en souviendra longtemps. Ils étaient Voilà. beaux, ils étaient bien écrits, ils étaient Et c'était jolis, bien. ils étaient bien. Et ouais, mais surtout, c'est vrai que redécouvrir une autre façon de faire de l'enquête, ne pas aller interroger le témoin, aller interroger la personne qui a interrogé le témoin. Ça peut servir. Non mais voilà, effectivement, on peut jouer comme ça. Ouais. Non, c'est très plaisant. En tout Donc cas, merci de m'avoir invité. Toujours ce, un plaisir de te croiser. ce fut un plaisir partagé également. Et bah, écoute, je te dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu, vous autres qui regardez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard.